Dans Jurassic Park 1, tout le monde voit Dennis Nedry comme l'antagoniste. Et si le film nous cachait volontairement l'ennemi de nos héros? Et si derrière ces airs bienfaiteurs, John Hammond ne serait pas l'antagoniste parfait? Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Christophe, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va répondre à une question que je me pose à chaque fois que je regarde les premiers films Jurassic Park. Est-ce que John Hammond est-il si innocent et naïf, ou était-ce un manipulateur orchestré? Pour répondre à cette question, on va prendre les interventions du personnage joué par Richard Attenborough tout au long du film et voir ce qu'il en découle pour chacune d'entre elles. Il est important de préciser que je me base uniquement sur le film et non le roman. Et vous savez quoi? Vu que je suis un good guy, je vais avancer au fur et à mesure du film. Pour conclure, je vous mettrai la temporalité. Mais vous allez voir, dès le début, ça commence fort. Dans cette scène, Donald Gennaro vient voir Hammond pour expliquer les suspensions financières suite à un décès qui a lieu dans l'introduction du film. Je vous l'ai passé. Cependant, John est avec sa fille, car elle est en plein divorce. On parle d'un mort, d'un avocat de la famille du défunt, de suspension financière, et lui, il préfère aider sa fille. Bon, je peux le comprendre pour le côté famille, mais ça aura une incidence sur la suite de l'histoire, et vous allez le comprendre. Ici, l'hélicoptère de Hammond arrive sur le site de fouille, et la poussière recouvre à nouveau les fossiles. De plus, il s'invite dans la caravane de nos héros et ouvre une bouteille de champagne. Pourquoi eux? C'est simple, ils finançaient déjà leurs recherches par le passé. En venant les voir, il s'attend à une sorte de reconnaissance, mais il est contraint de les soudoyer. Un peu plus tard dans l'hélicoptère, notre brave milliardaire va même plus loin que ça. Il défend Malcolm de ne pas le toucher. Savez-vous pourquoi? Malcolm n'était pas son choix. Et comme on peut le voir, d'un point de vue cinématographique, sur ce plan, tout les oppose. Le discours, les habits et la position des personnages. Malcolm est du côté gauche, qui est associé au côté des héros, alors que Hammond, lui, est à droite, ce qui représente les antagonistes. Et là, vous allez me dire, oui mais Christophe, Ellie et Alan, ils sont du côté de John Hammond, donc du côté droit, du côté des méchants. Mais c'est simple, il y a deux raisons pour ça. Ils sont invités par John, c'est normal qu'ils soient à ses côtés. Ça, c'est la raison scénaristique. Il y a une autre raison, et là on repart dans les couleurs. Nous avons des couleurs plus ternes à gauche, qui rappellent le réalisme de la situation, face à des couleurs plus vives à droite, qui rappellent l'imaginaire de John Hammond. Et c'est pour ça aussi que Alan peut se permettre de toucher John plus tard, car il n'a pas encore émis d'avis sur son projet ou sur sa personne. Et pour revenir à notre hélicoptère, nous allons terminer sur un petit détail que vous n'aviez pas remarqué, mais la poignée d'urgence est du côté de John à l'aller. Je dis bien à l'aller, parce qu'à la fin du film, vous allez voir, ça va être différent. Cette poignée, en fait, c'est une métaphore. Cela renvoie à l'ensemble de son rêve. Il est le seul à pouvoir tirer l'alarme pour sauver tout le monde, et cela depuis le début du film. Et je trouve ça assez grandiose d'avoir mis un petit message comme ça. J'en ai une dernière, avec la ceinture de Grant. Dès le début, dans l'hélicoptère, on peut constater des problèmes de sécurité. Et oui, cette ceinture n'est pas simplement là pour faire beau. C'est anodin, mais c'est pour ça. Dans 48 heures, c'est vous qui viendrez me faire vos excuses. Alors j'ai pas d'excuses à te faire, t'es dans un film, garde ta place. Enfin, une grande naïveté de la part de John face à la dure réalité des propos de Gennaro. La première réponse de John est un rire moqueur qui veut en dire long. Et malheureusement, Donald n'a pas pu présenter ses excuses, si vous voyez ce que je veux dire. À travers cette scène, on voit que John Hammond n'a pas prévu les aspects dangereux de son utopie. Bienvenue à Jurassic Park. Il est heureux d'annoncer posséder le plus dangereux des animaux qui n'a jamais existé sur cette planète. Mais pour autant, cette scène reste sûrement l'une des plus chères à mon cœur. La scène la plus iconique de ce film. Quoique, l'évasion elle est pas mal aussi. Mais il y a deux John. Cette fois-ci, on nous montre John Hammond vêtu d'une tenue plus sombre et sans son chapeau. Et ça, c'est très fort, car à travers l'écran, on nous montre John Hammond comme on devrait le voir réellement. Il garde sa naïveté, ça reste quand même John Hammond dans le fond. Face à la création d'une espèce disparue, et de ce fait dangereuse, John reste comme toujours très naïf. Si vous prêtez attention, je vous invite à vous refaire le film et à écouter le ton
employée par John lorsqu'il s'adresse à Henry. C'est toujours très directif. Alors que le personnage veut créer une relation de confiance avec nous, il fait tout le contraire avec ses employés. C'est distant, froid, ce qui peut expliquer pourquoi Henry ne l'a pas prévenu pour l'éclosion. Mais ceci est une spéculation, attention. Et dans l'instant suivant, le monologue de Malcolm sur le contrôle de la vie, il répète juste les derniers mots de celui-ci à la fin. Vous savez pourquoi ? Pour le dénigrer, tout simplement. Alors là, c'est simple. Il suffit de regarder le visage de John pour comprendre à quel point il est détaché de la scène, mais également de son personnage. Et pour terminer, le célèbre « Bon, qui a faim ?» qui le détache encore plus de la réalité. Alors là, je veux bien qu'on se mette un bandeau sur les yeux, mais au bout d'un moment, quand on retire le bandeau, il faut également ouvrir les yeux pour voir la vraie réalité sur John Hammond. Et ce n'est que le début toujours. Là, on est à 32 minutes 30 du film. On va avancer. À ce moment-là, John accepte d'écouter l'avis de tous, mais il se braque déjà à celui de Malcolm. Vous avez des plantes vénéneuses dans ce bâtiment, et vous les avez prises parce qu'elles étaient jolies. Là, Ellie rajoute une couche au discours de Malcolm, en expliquant qu'il n'y a pas que la faune qui est sauvage, mais la flore également. La seule réponse de John est de regarder autour de lui, d'aller chercher l'aide d'Alan en le flattant, ce qui n'est pas anodin, et pourtant, vu le personnage incarné par Sam Neill, qui n'apprécie que peu l'informatique et l'évolution, il lui tient un discours inverse. John est clairement vexé suite à ces réponses, à tel point qu'il dit ce qu'il pense de l'avocat, en le traitant de sensu. Bon, il a peut-être pas tort, surtout quand on voit comment il termine l'avocat. Les enfants. C'est à ce moment-là qu'on découvre le premier effet papillon que John s'est infligé à lui-même. En préférant s'occuper de sa fille qui divorçait plutôt que des dommages et intérêts suite au décès d'un membre de son entreprise, Hammond va intégrer Tim et Lex dans son utopie. Et oui, quand on nous parle du divorce de sa fille, c'est pour mieux amorcer l'arrivée des enfants. C'est ce qu'on appelle plus communément un effet papillon. On voit que la première chose qu'ils demandent n'est même pas comment ils vont, mais plutôt si l'hélicoptère leur a plu. Et eux, ils parlent de leur cadeau. Tel un bon milliardaire qu'il est, mais attention, le bon vieux John, il aime tout de même sa famille. Alors ici, nous n'avons pas grand chose à dire sur le personnage, cependant il présente l'attraction phare du parc. Phare, c'est drôle parce que les phares ne vont pas fonctionner, mais je parle bien sûr des voitures qui ont une importance cruciale dans le film. John aime rappeler qu'il est riche, mais comme il l'évoque lors du dîner plus tôt, il veut que tous viennent à Jurassic Park, vivre son rêve. La voix que vous entendez maintenant est celle de Richard Kiley. Ici, il indique qu'il a juste mis un gros billet à Richard Kiley. Il a le droit d'être riche et d'avoir des contacts après tout. On va pas lui reprocher. J'ai dépensé sans compter. Ici, nous voyons que les phares des véhicules ne fonctionnent pas tous. Ça me rappelle quelque chose, je crois. Et ensuite, John se jette sur Dennis, l'informaticien amoureux des dilophosaures. Dennis parle d'argent avec John, et il indique qu'il trouve qu'il n'est pas assez payé. John, lui, change de ton. Il dit devant tous que Dennis a des problèmes financiers, et que ce sont ses problèmes, en appuyant bien sur le mot « vos ». Non, mais ce sont vos problèmes. C'est très drôle, sachant que tout ce qui va se passer est peut-être un autre effet papillon que John a créé. Si Dennis a retourné entre guillemets sa veste, c'est peut-être aussi à cause de John, par rapport au salaire. Ça, on ne le sait pas. Je vais pas réécrire l'histoire. Enfin, bien la phrase la plus importante où Hammond est sur la partie droite de l'écran en plan serré. Et il dit « Je ne blâme pas les gens pour les erreurs qu'ils commettent, mais qu'ils en assument les conséquences. » Merci pas. Si vous regardez cette vidéo, c'est clairement à cause de cette phrase. Cette phrase m'a donné envie de mettre en avant le côté sombre de Hammond. Oui, il est naïf, mais pas tant que ça. Et vous allez voir que c'est de pire en pire. Il a du mal à tourner la page, on va dire. Cette fois, le plan est intéressant. On fait un zoom progressif sur Hammond afin de percevoir sa réaction face aux propos de Malcolm sur l'absence d'animaux. Mais t'inquiète pas, John. Je crois que je hais cet homme. Tu dis « crois »,
moi je dis que tu es Malcolm depuis l'hélicoptère. La position des mains de John et son ton collent parfaitement avec ses propos. Il a été positionné à gauche pour une seule raison. Garder Nedry comme antagoniste principal car il occupe le poste de droite. La lecture classique du film nous oriente naturellement vers Nedry. On peut dire qu'ils ont voulu camoufler un peu les traces de John Hammond. Bien joué. Franchement, c'est réussi. On parlait de camouflage, c'est drôle, car les animaux sont absents. Arnold tente de le rassurer, mais le ton de John est dépité, comme s'il prenait conscience de ce qu'il faisait. Tout cela en regardant l'ambre positionné sur le haut de sa canne, cet ambre qui rappelle la base de son utopie. C'est beau quand même, hein. Ici, on retrouve un John désespéré face à la situation, qui souhaite sauver sa famille. Hein? Quoi? Et de me ramener mes petits-enfants. Que sa famille? Oui, comme je vous l'ai dit, John, il a un très grand esprit familial. Et Lex peut en témoigner. Quel est son premier réflexe quand elle sort du Ford Explorer? Elle crie « Papa !» Alors, c'est peut-être anodin comme scène, et je pense que même beaucoup d'entre vous ne l'ont pas vu, mais ce papa découle du même effet papillon, de base, indiqué au début du film. Le divorce entre la fille de John et le père de Lex. Et oui, comme quoi, un mot peut avoir une importance cruciale. Pour autant, Lex n'en veut pas à son grand-père, loin de là. Je dis juste qu'elle aurait aimé être avec son père, à ce moment précis. Pas sûr que la mère garde les gosses après ça. Hein. Rassurez-vous, je ne suis qu'à la moitié de la vidéo. Cette scène est emblématique car John est encore détaché de la situation. Il est en train de manger. Alors oui, mais sans doute pour penser à autre chose. Ici, John se rassure que tout ira bien pour Alan et ses petits-enfants. Et il nous raconte son passé avec le cirque des puces. Et oui, il était déjà un escroc, à l'instar de pas mal d'influenceurs de nos jours. Je m'égare. Quand Hammond finit de parler des puces, on voit qu'il change. Il voulait vraiment croire à son projet. Ses lèvres tremblent. C'est un détail qui a son importance, car il ne regarde pas Ellie, mais le vide. Dans cette scène, le regard de Hammond se fiche sur ses idéaux, sur ceux de son parc, puis il regarde à nouveau Ellie en stipulant les mots « réussite et mérite ». Alors qu'il y a autant de défauts de mineurs à Jurassic Park que dans les matchs de Jurassic World Evolution 3. Enfin, je dis ça, je dis rien. La réponse d'Ellie est juste parfaite. John conçoit le projet, il ne le vit pas. Oui, ça se voit. La relation avec ses employés, le manque de sécurité, le détachement à certains moments, la prise de risque même, quand des gens sont en train de mourir à ce moment-là. Ah, c'est drôle la mort, mais on y reviendra. Et là, plutôt que de se remettre en question, il rejette toute la faute sur Dennis Nedry. Et vous avez remarqué? C'est une contre-plongée. Oui. Pour que notre personnage soit plus fort, plus grand, pour accentuer l'effet de force, de domination. Et à votre avis, sur quel type de personnage cet effet est utilisé? Principalement sur les héros, mais également beaucoup de fois sur les méchants, les ennemis, les monstres. Et oui, vous avez compris où je veux en venir. Mais vous n'êtes pas bête, et vous allez me dire, Cricricounet, le plan d'après, Ellie, elle est en contre-plongée. Et vous avez raison. Mais le but ici de la contre-plongée est de camoufler encore. Car le seul élément de cette deuxième contre-plongée, c'est le mot de John. Notre paléobotaniste ne fait que d'accentuer la situation précédente. John est à nouveau solennel. Ses lèvres ne tremblent plus. Son regard est droit. Pour lui, il fait ce qui est bon, qui est juste. Il le dit clairement. Qu'il pourrait refaire encore et encore ce même schéma. Là, Ellie frappe fort, et c'est réel. John n'a jamais eu le contrôle sur quoi que ce soit, la faune, la flore ou ses employés. John réfléchit. Suite au dire de Sattler, elle parle de mort. Et on voit dans son regard que pour une fois, sa famille n'était pas la priorité. Il se recalme à la fin de la situation. Avec son célèbre « J'ai dépensé sans compter ». Sacré John. On t'a bien allumé sur cette partie, John. J'espère que tu nous en veux pas trop. Alors ici, on a beaucoup de choses à dire. John préfère couper entièrement le système informatique afin d'effacer le piratage de Nedry, alors qu'il n'est même pas sûr que ça fonctionne. C'est une théorie. Quant à lui, le garde de chasse évoque la solution Lysine, qui
qui consiste à tuer les animaux, mais John refuse catégoriquement. On sait qu'il est blindé, qu'il a des copies de ses recherches, mais il préfère sauver les animaux que des humains dans cette situation. Ça me rappelle un peu le speech de Jurassic World Fallen Kingdom, tout ça, non? Lol. Mais bon. Des êtres humains meurent en ce moment. Ici, John devient directif, à nouveau. Et le pire, c'est que quand on fait le lien avec les infos précédentes, on sait qu'il s'en fout, que c'est une excuse qu'il n'a aucun mal à utiliser. Et enfin, une autre scène très importante. On décortique beaucoup ici. Le fait que John passe de la lumière à l'ombre, en premier, révèle son vrai rôle d'antagoniste dans le film. Et oui, il n'est pas si naïf que ça, le pépère. Est-ce que je suis le seul à rire ici? Pardon, c'est forcé. C'est le script, c'est pour ça il y a écrit rire, je rigole. Hammond qui parle de sécurité? Non mais... c'est des animaux femelles qui sont mâles, voire non binaires. Encore une fois, il n'y a aucun endroit où on est en sécurité à Jurassic Park. Encore moins une chambre réfrigérée. Je dis ça, je dis rien. Dans ce passage, John compare son parc à Disneyland, concernant la non-fonctionnalité du parc. On peut voir l'obstination du personnage. Il est encore dans la partie la plus sombre, alors que Ian, son opposé, lui, est dans la lumière. Lorsqu'il parle à Ellie, il prend les plans schématiques de la remise. Je ne sais pas si la phrase « allumer la lumière de la cuisine » est là par rapport au sexisme, mais j'ai envie d'y croire, car juste après, il fait une autre allusion sexiste. D'après vous, avec tout ce qu'on a sur le personnage jusqu'à maintenant, vous pensez qu'il y serait allé, lui? Non, j'y crois pas du tout. Et l'obstination de John aurait pu coûter la vie à Ellie, car il préfère n'en faire qu'à sa tête plutôt qu'écouter Ian. Car oui, pour rappel, il déteste Malcolm. Oh merde, c'est plus de sac. Une minute. Une minute. Oui, c'est le temps que Malcolm aurait fait gagner aux auditeurs si John n'était pas aussi têtu. Et à Ellie aussi. Lorsque John se fait arracher le talkie des mains, il est comme bouche bée. Mais il n'intervient pas, car il sait que dans le fond, Ian peut la guider. Mais pour autant, il ne s'excusera jamais. Pas le temps pour les regrets. Ici, on passe du rire aux larmes. On passe d'un Hammond qui a un ton soulagé à une peur colérique. Il entend que quelque chose va se passer, que quelque chose va traverser la vitre. Et il entend des coups de feu. C'est la panique. D'un point de vue cinématographique, Alan appelle avec un téléphone blanc, alors que, quant à lui, John décroche avec le téléphone noir. Encore une différence entre les protagonistes et les antagonistes. Et oui, j'observe tout. Et là, plus on avance, plus on voit que la couleur rattachée à John Hammond est le noir. Ici, on voit la tristesse de John dans son regard. Le rêve qu'il voulait bâtir s'est brisé en éclats, entre ses mains. Lorsque Alan l'agrippe pour aller dans l'hélicoptère, il sursaute, car oui, enfin, il a compris que là, c'est fini. C'est la vraie réalité. Par la suite, on passe sur un plan serré, de l'ambre sur sa canne. Pourquoi? Encore une fois, pour rappeler que la création est une chose et que le contrôle en est une autre. On voit un John dépité, comme anéanti, avachi sur son siège, tournant le dos aux autres. Donc encore une fois, il s'exclut lui-même de la situation. Et là, il va même plus loin, il s'exclut du groupe également. Et si vous avez l'œil, pour terminer, on voit la poignée d'urgence, mais qui est cette fois-ci au-dessus de Malcolm, et plus au-dessus de John. Ce n'est pas un hasard. Filmé de ces deux façons-là, au début du film et à la fin du film, sans qu'on puisse voir la poignée des deux côtés, c'est très symbolique. Comme dit Alan, en découvrant les œufs, Malcolm avait raison, et cela depuis le début. Pensez-vous toujours que Nedry est l'antagoniste de Jurassic Park? Ou vous avez enfin ouvert les yeux sur la vraie nature de John Hammond? Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Elle m'a pris du temps, beaucoup de temps pour être faite. Écriture, regarder presque 37 fois le film. Il y a sûrement des éléments que j'ai loupés, visuels ou audio. Mais bon, j'ai fait de mon mieux, je vous le promets. Je vous invite à liker, commenter, partager. Si vous aimez ce contenu,
ou même ce type de contenu. N'hésitez pas à me le dire, ça pourrait m'aider à en refaire d'autres. En tout cas, je vous remercie, c'était Christophe, bonne journée à vous et suivez l'évolution.